Donc aujourd'hui et probablement jusqu'à la fin de la semaine, nous allons examiner le sujet suivant dans le prolongement du cours sur la nature et la culture. Faut-il respecter la nature? Recommandation de méthode que j'ai donnée 150 fois et qu'il faut reprendre une 151e fois. Toujours examiner en priorité les notions qui sont périphériques au thème central du sujet. Toujours examiner les notions qui vont faire du coup de ce sujet un sujet particulier. Bref, toujours s'intéresser à ce sur quoi probablement vous n'aurez pas eu de cours de philosophie. On va vous demander de réfléchir pendant la disserte de philosophie. Et réfléchir, c'est donc vous intéresser à des notions sur lesquelles vous n'aurez pas forcément eu explicitement cours. Okay. Quoique, je pense, et même je sais d'une source à peu près certaine, qu'on sera très gentil avec vous avec les sujets de philosophie cette année. Iwan. Non. Non, on présuppose que vous sachiez la définition, à peu près, hein, si vous voulez, des mots qui figurent dans le sujet. Ni dictionnaire philosophique, évidemment. Mais cela veut dire aussi trouver des... ça veut dire maîtriser le cours quand même relativement bien pour pouvoir s'en sortir. Il faut se souvenir par exemple qu'on avait traité de la notion de respect longuement, on avait consacré la moitié d'une partie de chapitre à la notion de respect dans le cours sur la morale, chez Kant en particulier. Et cela veut dire aussi être capable de construire des concepts à partir d'exemples ou de phrases tirées du langage courant. On va s'intéresser à la notion de respect aujourd'hui. Si vous, si vous vous souvenez du cours sur Kant, c'est très bien, ça va vous être utile. Si vous ne vous en souvenez pas, faites comme Antoine qui s'en souvient probablement pas, vous réfléchissez par cœur, vous réfléchissez. Et comment est-ce qu'on réfléchit? On part d'exemples concrets. Dans quelle situation parle-t-on de respect? Okay. Ou doit-on parler de respect? Qu'est-ce qu'on respecte déjà? Que respectons-nous? Que respectons-nous? Ouais. Oui, effectivement, dans le respect, il y a la notion de hiérarchie, peut-être. Oui. Est-ce qu'on respecte ce qui est en accord avec nos intérêts? Je n'en suis pas sûr. On ne parle pas de respect pour ça. On parle de soin, peut-être. On dit qu'on prend soin de nos intérêts. On ne dit pas qu'on respecte nos intérêts. On dit qu'on s'occupe de nos intérêts. On ne dit pas qu'on respecte ses intérêts. Ses propres intérêts, j'entends. Qu'est-ce qu'on respecte par-dessus tout? Normalement, oui. La loi, effectivement. Il y a très clairement une notion, enfin un lien entre la notion de respect et la notion de commandement ou de loi. Okay. Donc, ensuite, il faut se demander, effectivement, il va falloir creuser ces exemples-là. Qu'est-ce que c'est que le respect face à la loi? Quel genre de choses est le respect face à la loi? Etc., etc. C'est comme ça qu'il faut travailler, à partir d'exemples concrets, pour ensuite dégager de manière, enfin par abstraction, une notion, un concept. Il faut vraiment, 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 et je l'ai dit plusieurs fois et je le redis, que vous bannissiez de votre vocabulaire choses, sauf quand vous voulez vraiment parler des choses, euh, quelque chose, bref, que vous soyez le moins vague possible dans la construction de vos concepts. Quel type de réalité, on pourrait dire, quel type de truc est le respect? On l'avait vu, il me semble, la dernière fois.
Un sentiment, très bien. Le respect est un sentiment. Et donc, on a deux éléments, sentiment et loi, maintenant. Qu'est-ce que ça va avoir avec la nature? Quel peut être le rapport entre le sentiment, la loi et la nature? Et là, on commence vraiment à avoir du grain à moudre. Oui. Vous voulez dire l'ensemble de ces notions ne sont pas concrètes. Un sentiment, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Bah oui, un sentiment, c'est concret. Ça existe. C'est une réalité. Ça peut même avoir une réalité neuronale ou hormonale ou bref, biologique, un sentiment. Concret, c'est... Ok, petite pause. Qu'est-ce que c'est que le concret? Qu'est-ce que c'est que l'abstrait? Le concret, c'est ce qui existe en tant qu'individu. C'est ce qui existe réellement en tant qu'individu. Ça, la table, c'est concret. Moi, je suis concret. La couleur précise, en ce moment même, avec ce magnifique reflet de soleil qui me donne cet air inimitable, quelque part entre Robert Redford et Clint Eastwood, c'est concret. La couleur de mes cheveux en ce moment, c'est du concret. Qu'est-ce qu'on appelle l'abstraction? Qu'est-ce qu'on appelle l'abstrait? L'abstraction consiste à isoler une propriété et à la généraliser. Okay. Donc, typiquement, qu'est-ce qui est abstrait? C'est l'idée de table, l'idée de prof de philo, l'idée de la couleur particulière de mes cheveux, qui n'est pas cette couleur particulière en ce moment et qui n'existe que dans mes cheveux, mais qui est l'idée de marron en général, l'idée de brun en général. Okay. Donc, ce qui est abstrait, si vous voulez, c'est votre âge, votre, je sais pas moi, votre sexe, votre taille, etc., etc. Ce qui est concret, c'est la manière dont tout cela existe en vous. Ok. Un sentiment, c'est pas abstrait. Quand je suis en colère, c'est pas abstrait. La colère, en général, c'est abstrait. Est-ce que c'est bien compris ça? Okay. Si vous voulez, prenons une métaphore informatique. Vous avez un document. Ce document, c'est du concret. Vous allez faire un clic droit et vous allez avoir toutes les propriétés de ce document. C'est ça l'abstraction, d'une certaine manière. C'est d'être capable d'isoler dans ce document tout ce qui en constitue les propriétés et de tirer ces propriétés, de les isoler d'une certaine manière pour les penser abstraitement, c'est-à-dire séparément de l'individu qui les porte, qui les incarne. Ouais. La colère en soi est abstraite. C'est-à-dire que je peux discuter de la colère, en général, sans parler de votre colère, de ma colère, etc., etc. Quand je parle de ma colère, je parle de quelque chose de concret. Quand je parle de la colère en général, de la justice en général, de la couleur bleue en général, j'opère une abstraction. Je vais dans le monde des idées. Et au fond, construire un concept, c'est partir d'exemples concrets pour en dégager, par abstraction, les propriétés générales, qui peuvent s'appliquer à un ensemble de choses concrètes. Je pense que j'ai été clair, je sais pas. Ouais, ok. Donc, le respect, allons-y. Le respect est un sentiment que nous éprouvons face à une loi
il a pour effet de nous faire obéir sans persuasion ni contrainte. Par extension, et là, peut-être qu'il faut effectivement se souvenir de Kant, par extension, le respect désigne ce sentiment que nous éprouvons pour la loi morale qui est en chacun de nous et qui est attachée à la dignité de la personne humaine. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux types, on pourrait dire, de non-respect. Premièrement, l'irrespect proprement dit, qui consiste à violer cette loi, à ne pas respecter cette loi, à la bafouer. Donc c'est l'irrespect proprement dit. Mais il y a aussi une autre forme de non-respect, c'est ce dont on parlait. C'est le fait et c'est ce que dit Kant d'ailleurs, de s'occuper de manière intéressée d'une ressource par un calcul rationnel. Autrement dit, on peut très bien s'inquiéter de l'épuisement prochain des ressources en pétrole. On peut très bien s'en préoccuper. On peut très bien dire qu'il faut préserver au maximum ces ressources. On peut très bien dire que face à cet épuisement programmé, il faut trouver des alternatives à une économie fondée sur les hydrocarbures, mais ça ne veut pas dire respecter quoi que ce soit, si vous voulez. Ça veut dire calculer rationnellement, en fonction de ses intérêts, une échéance qui finira bien par arriver un jour. Il n'est pas question de respect ici. Ça va? On est bien d'accord. C'était l'intuition qu'avait Antoine. Ouais. Ce n'est pas de l'irrespect, mais c'est autre chose que du respect. C'est du non-respect, pas au sens d'une opposition au respect, mais simplement, ce n'est pas du respect. Okay. C'est bien pour ça que j'ai distingué l'irrespect au sens strict et ce qui n'est pas du respect et ce qui s'en distingue et qui est précisément ce calcul rationnel fondé sur l'intérêt. Alors, maintenant, le but du jeu, ça va être de relier la notion de respect à la notion de nature et de se demander à quelles conditions la nature peut être l'objet ou le sujet d'un respect. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse respecter la nature au sens strict? Il faudrait d'une part que la nature soit une personne morale,
Et qu'il soit question d'obéissance, euh, face aux lois de la nature. Ok. Maintenant, je pense qu'on peut s'intéresser à la question de savoir ce que c'est que la nature, ce que nous entendons par nature. Et là, il faut effectivement se poser quelques questions. Première remarque, qui peut être polémique, mais que j'assume, on ne parle quasiment plus de nature. On parle d'environnement. Autrement dit, ce qu'il faut avoir en tête face à un tel sujet, et souvent, faut dire ce qu'il y a, hein, ceux qui pondent les sujets de philosophie pour le bac, parfois se saisissent d'une question d'actualité. Bon, en tout cas, le sujet peut faire écho à une question d'actualité. Ce qu'on doit remarquer, c'est que la notion de nature a disparu en tant que telle, n'est plus formulée de cette manière, on parle d'environnement. Et il faut s'interroger sur cette disparition de la nature. J'entends par là de l'idée de nature, évidemment. Or, qu'est-ce que l'environnement ? Qu'est-ce que l'environnement ? L'environnement, c'est ce qui nous environne. Là encore, il faut revenir à des évidences. C'est un peu comme la grève. Il faut revenir à des évidences pour comprendre le sens des mots. Ce qui nous environne, c'est-à-dire ce dont nous sommes le centre. Et ce qui n'est qu'un horizon. C'est intéressant d'ailleurs, avant l'environnement, on parlait de milieu naturel. On parlait du milieu naturel. Et le milieu, c'est exactement le contraire de l'environnement. Le milieu, c'est ce qui est au centre. L'environnement, c'est ce qui est à la périphérie. Donc, aujourd'hui, effectivement, la nature semble n'exister que relativement à l'être humain, à ses intérêts, et non comme une puissance autonome. Car quel était le vieux concept, pourrait-on dire, de nature? Quel était ce vieux concept de nature? La nature, pour les anciens, donc en grec la physis, F-Y-S-I-S, la natura pour les Romains, c'est une puissance autonome qui crée des formes de vie. Et que l'homme imite en fait dans sa pratique technique. Alors une remarque, c'est en ce sens peut-être
qu'on pourrait parler de respect de la nature. La nature, pour les anciens, instituait des lois par lesquelles cette puissance créait la vie. Et un philosophe allemand qui s'appelle Martin Heidegger peut effectivement parler de respect de la nature pour parler du respect de ces lois naturelles, de ces lois du vivant en particulier, sur lesquelles les techniques humaines se calquent. Et on trouve ça, en fait, on trouve cette idée jusqu'à la Renaissance, en particulier chez Léonard de Vinci, qui parle justement d'une nature qui serait ingénieuse, c'est-à-dire une nature qui serait ingénieure, en fait, qui serait un ingénieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette idée disparaisse? Eh bien, tout simplement, deuxième concept de nature qu'on peut prendre parfaitement au sérieux, parce qu'il va avoir cours à peu près de la fin de la Renaissance à l'époque contemporaine. La nature, le deuxième sens de la nature, celui qu'on trouve chez Hobbes, Rousseau, Descartes. La nature, c'est de la matière en mouvement et régie par les lois de l'astronomie. Vous me fact-checkerez là-dessus, mais 1685, Newton formule la théorie de la gravité, de la gravitation universelle, dans un bouquin qui s'appelle Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, c'est-à-dire les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Et c'est quoi la nature? C'est plus du tout le vivant, c'est plus du tout cette force créatrice de forme dans la matière, c'est de la matière brute en mouvement qu'on peut mathématiser, qu'on peut symboliser par des points géométriques, qu'on peut effectivement donc géométriser. Et c'est de la matière qui est homogène, si vous voulez. Il n'y a pas une puissance vitale particulière à l'œuvre dans l'univers pour Newton, il n'y a que de la matière. Est-ce que ça va pour tout le monde? Okay. Et donc, alors que la nature était non seulement indépendante, mais autonome, c'est-à-dire formulait ses propres lois, pour les anciens, pour les modernes, et c'est une grande rupture, la nature devient une matière dont il faut connaître les lois pour en dégager l'énergie en tant que ressource. Ouais, oui. La nature, pour les anciens, c'était une puissance autonome et indépendante de l'homme que l'être humain ne pouvait pas manipuler, mais seulement accompagner. La nature, pour les modernes, c'est de la matière dont il faut connaître les lois pour en manipuler l'énergie. La nature devient la ressource naturelle. Alors, il y a un texte célèbre du discours de la méthode de Descartes qui illustre parfaitement ce point.
je le retrouve, vous me pardonnerez. Alors, je ne l'ai pas, hop, sur mon ordinateur, bizarrement. Donnez-moi 2 secondes. Je vais le retrouver. Je lis le texte en entier pour que vous en compreniez les enjeux. Mais sitôt que j'ai eu acquis... Alors, Descartes, premièrement, c'est d'abord un astronome, c'est d'abord un médecin, c'est d'abord un homme de science. Il va venir à la philosophie pour, précisément, construire un fondement métaphysique, pour donner un fondement métaphysique à sa physique. Mais sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles pouvaient conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusque à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés, sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes, car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions, ça c'est super important, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps, que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus faibles, et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. Il est vrai que celle qui est maintenant en usage contient peu de choses dont l'utilité soit si remarquable, c'est l'époque du malade imaginaire, mais sans que j'aie aucun dessein de la mépriser, je m'assure qu'il n'y a personne, même de ceux qui en font profession, qui n'avoue que tout ce qu'on y sait n'est presque rien, excusez-moi le texte est minuscule, à comparaison de ce qui reste à y savoir, et qu'on se pourrait exempter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et même aussi, peut-être, de l'affaiblissement de la vieillesse, si on avait assez de connaissance de leurs causes et de tous les remèdes dont la nature nous a pourvus. Que dit Descartes? Descartes dit en faisant de la science, j'ai découvert que la connaissance des lois de la nature avait des applications techniques. C'est ce qu'on va appeler la technologie. Ce rapport entre science et pratique. Et que d'une certaine manière, donc Descartes, c'est Descartes qui parle, Descartes a compris que la nature travaille comme un artisan et qu'on pouvait mettre au profit le travail de la nature pour ne plus travailler nous. Quand
utilisant les énergies contenues dans la nature, en les manipulant, nous pouvions trouver une force que nos bras, que notre corps n'a pas. Et là, en ligne de mire, il y a la machine à vapeur, il y a le pétrole, il y a l'électricité, il y a l'énergie atomique. Et on est au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle. Mettre la nature à notre service. Et la deuxième étape du texte, alors donc, la formule à retenir, c'est se rendre comme maître et possesseur de la nature. Maître et possesseur de la nature. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de la Genèse ou si vous êtes au clair sur ce qui se passe à ce moment-là de la Bible, mais Dieu crée l'homme à son image, la femme ça vient après, hein, n'est-ce pas? Et ensuite Dieu crée les animaux, tout ça, bref, il crée la nature, et il va instituer Adam et Ève comme gardiens de ce jardin. Ça veut dire, en latin, possessor, c'est celui qui s'occupe d'eux. C'est celui qui prend soin d'eux. Maître, c'est autre chose. Le maître de la nature, dans la Bible, c'est qui? C'est Dieu. Se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est d'une certaine manière, Descartes n'ose pas le formuler comme cela. Il ne peut pas le formuler comme cela. Et c'est pour ça qu'il ne le formule pas comme cela. Mais se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est prendre la place de Dieu, tout simplement. C'est prendre la place que Dieu avait dans la création. C'est faire de la nature sa créature. C'est pas mal. Enfin, faut oser, quoi. Et le truc qui m'intéresse le plus, surtout en ce moment, si vous voulez, il va dire, bah alors, euh, qu'est-ce qui... on va pouvoir traiter la nature comme un problème mathématique à résoudre. Le gros problème mathématique qu'on pourra résoudre maintenant, c'est la mort. Si on comprend quelles sont les lois naturelles, c'est explicitement ce que dit Descartes, hein. Si on comprend les lois naturelles du vieillissement, pourquoi n'envisagerions-nous pas un jour de pouvoir accéder à la vie éternelle? À la vie éternelle. Et là, on se rend compte que je n'ose pas parler de délire, mais on va dire l'idéologie qui a cours dans la Silicon Valley de transférer sa conscience sur disque dur pour échapper à la mort, de thérapie génique qui permettrait d'éviter au maximum le vieillissement. Il y avait, dans les années 70, vous aviez des types qui voulaient se faire cryogéniser pour pouvoir se réveiller à une époque où justement on ne vieillirait plus, on pourrait vivre pour toujours. Ça naît au XVIIe siècle, ça naît avec la modernité. À partir du moment où la nature n'est plus autonome, mais un problème mathématique à résoudre, notre nature à nous, la nature humaine, c'est pareil d'une certaine manière. L'humanité est une ressource qu'on peut exploiter. Ouais. Oui, ça, je le conçois. En revanche, on peut très bien se demander ce qui fait vieillir une cellule, les processus qui fait vieillir une cellule, et trouver des moyens techniques. Je ne dis pas que c'est accessible maintenant, mais on peut très bien envisager que ça le soit un jour. On peut très bien envisager
que à partir d'un certain âge, on stabilise le vieillissement cellulaire. Ok. On a déjà trouvé qu'un certain type de régime alimentaire le permettait. Ok. Euh, Typiquement, quand on regarde Tom Cruise, alors certes, il y a le bistouri, hein, il y a la chirurgie esthétique, mais c'est pas la chirurgie esthétique qui fait que Tom Cruise a 57 balais, je crois, est plus en forme physiquement que moi et à mon avis que n'importe qui d'entre vous. C'est quand même et le type, euh, enfin, là c'est pas son chirurgien qui fait ça, c'est son diététicien et c'est probablement une certaine forme de thérapie génique. C'est chaud. C'est-à-dire qu'on va encore se frapper des films avec Tom Cruise pendant qui gambade sur des toits pendant peut-être encore un demi-siècle. Et c'est une idéologie, si vous voulez, euh, qu'on appelle le transhumanisme, mais vous voyez que donc ça consiste à dire qu'il faut sortir de la nature humaine pour la conquérir. Mais c'est une idéologie qui naît avec la modernité, qui naît avec Descartes. Descartes dit, bah, effectivement, l'application technique la plus intéressante, c'est-à-dire celle qui est la plus conforme à nos intérêts de la science, c'est la médecine. Et la maladie, si vous voulez, des maladies, c'est la vieillesse et la mort. Peut-être qu'un jour, on pourra traiter la mort comme une maladie, comme quelque chose véritablement de... Non, mais c'est ça, comme quelque chose de pathologique. Et très sincèrement, hein, c'est des discussions que j'ai avec ma chère mère régulièrement à propos du Covid, mais une société qui est terrorisée à l'idée qu'une maladie frappe mortellement des gens dont l'âge médian est de 85 ans, c'est une société qui considère que la mort n'est pas un phénomène naturel. C'est littéralement ça. Ça veut dire ça, si vous voulez. 85 ans, c'est 50 plus en plus que l'espérance de vie moyenne d'un homme, il me semble. D'une femme, je sais plus. Je crois que c'est 82 ans. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même fascinant de voir ça, que la mentalité moderne va considérer que la mort est une catastrophe naturelle qu'on doit soigner par des moyens artificiels. Étonnant. Alors, donc si je résume, qu'est-ce que c'est que la nature? Premièrement, par ordre chronologique en fait. Hein. La nature, c'est cette puissance autonome, créatrice de formes de vie, génératrice de formes de vie, et que l'être humain doit imiter pour perfectionner sa technique. Deuxièmement, c'est une matière dont on doit comprendre les lois pour pouvoir en manipuler l'énergie et la mettre à notre service. Troisièmement, c'est, dans sa version éthique, contemporaine, la nature, c'est l'environnement, c'est-à-dire, au fond, des ressources qu'il faut ménager. On comprend, je pense, assez facilement que pour respecter la nature, il faut avoir recours à une notion, à un concept de nature qui n'a plus cours depuis au moins 4 siècles, qui est la nature au sens où l'entendaient les anciens, la physis, ou la natura. L'un des enjeux du sujet, c'est premièrement quel peut être notre rapport sentimental avec la nature,
Qu'est-ce qui, dans la nature, peut susciter en nous le sentiment de respect? Et deuxièmement, y a-t-il dans la nature une dimension morale? Et si oui, sur quelle base? Donc premièrement, qu'est-ce qui peut susciter en nous un rapport sentimental à la nature? Et deuxièmement, qu'est-ce qui, dans la nature, peut constituer une finalité morale? Et là, on peut commencer à poser le problème. Qu'est-ce qui peut nous émouvoir dans la nature? Quelque chose de très simple. Oui. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on est nostalgique de la nature? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux bétonner tout? Alors, il y a peut-être ça, mais je pense que c'est pas ça qui nous émeut. C'est-à-dire que quand on contemple un paysage qui est véritablement naturel, c'est pas on fait pas ça par nostalgie. On trouve ça, ouais, c'est effectivement la beauté qui peut nous émouvoir. La beauté, d'une certaine manière, la beauté de la nature est euh, peut-être la première forme, la première source d'émotion que nous pouvons avoir face à cela. Quand, je sais pas, moi, quand je vois des dauphins, quand je vois Il faut sauver Willy, quand, quand je me promène pas dans la campagne profonde, mais vraiment en forêt et je vois un écureuil, voilà, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Quand je suis en mer, je trouve ça beau. Quand en fait on voit quelque chose qui n'a véritablement pas été touché par la main de l'homme, on trouve ça beau. Ou on peut trouver cela beau. Et la question est de savoir si justement la beauté naturelle n'est pas une construction artificielle. Ça va être une des parties du problème. Est-ce que ce que nous appelons la beauté de la nature, est-ce que ce que nous appelons au fond la nature dans l'art, ce n'est pas tout simplement une œuvre technique, un produit de notre imagination, de notre culture, de notre art? Donc, si je dois formuler ça de manière explicite, d'un côté, si nous avons un attachement sentimental à la nature, c'est parce que nous la trouvons belle. Or, l'émotion esthétique ressemble beaucoup au respect moral, dans la mesure où il va, où il peut aller
à l'encontre de nos intérêts particuliers. On peut penser en particulier, dans le cas de la nature, aux intérêts économiques. Tout en portant une forme d'intérêt universel, visant à préserver le bien moral comme on préserve la beauté. Effectivement, on peut dire que la beauté force le respect, comme le bien force le respect. Mais, et c'est l'autre partie, enfin, c'est cette dimension du problème qu'il va falloir traiter, cette beauté naturelle, est-elle véritablement naturelle? Est-ce que ce que nous appelons la beauté de la nature n'est pas, d'une certaine manière, une construction artistique? On verra notamment un texte d'Oscar Wilde qui parle de cela. Et alors, d'un autre côté, le respect moral a pour objet la loi morale et par extension la personne humaine. Donnez-moi 10 secondes. Or, il n'est pas certain qu'on doive ou qu'on puisse traiter la nature comme une personne. Et là-dessus, on lira un texte de Nietzsche. Je vous dis à vendredi.